Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le prix du gasoil a augmenté de 200 arrières et celui de l'essence de 190 arrières, comme l'a déjà annoncé le président de la République Ange Razouel hier. Selon ses déclarations, une baisse des prix est envisagée pour le mois de juillet. Cela s'inscrit dans le mécanisme d'ajustement automatique mis en place depuis le mois de janvier. Les détails. Le prix du litre de gasoil est désormais de 5 170 arrières contre 4 970 arrières en avril dernier, soit une hausse de 200 arrières. L'essence est passée à 5 510 arrières contre 5 320 arrières auparavant, soit une augmentation de 190 arrières. Le pétrole lampant, quant à lui, coûte maintenant 3 230 arrières le litre contre 3 030 arrières auparavant, soit une hausse de 200 arrières. Les prix des carburants sont désormais déterminés selon la conjoncture mondiale, comme cela a été appliqué depuis janvier, rappelle le président de la République Ange Razouel lors de son intervention d'hier. Selon toujours les explications, une baisse des prix du carburant est attendue pour le mois de juillet. Il convient de rappeler qu'aucune variation des prix de carburant n'a été enregistrée au mois d'avril dernier, sauf pour le pétrole lampant, dont le prix avait augmenté. Il est également important de noter que, pour les stations-service situées à plus de 15 km des dépôts pétroliers, des frais de transport supplémentaires s'ajoutent au prix à la pompe. La faute du père ne doit pas retomber sur l'épouse ni sur les enfants, a déclaré le président de la République Ange Razouel en réagissant à la vidéo au sein de laquelle le directeur technique adjoint de l'hôpital militaire Omi de Souav-Nandjin, le colonel Patrick Rakoutouma-Mounzi, annonce que son épouse est en prison à cause de prétendues accusations à l'encontre de cet officier. En effet, ce dernier a pris la fuite après avoir été accusé d'avoir tenté de faire exploser des cocktails Molotov et d'avoir fomenté un coup d'État. Le chef de l'État a alors ordonné qu'elle devrait être libérée. Concernant le cas du colonel, le président Ange Razouel n'a précisé que seule l'enquête pourra déterminer sa culpabilité ou non. Et puis, toutes les stratégies seront mises en œuvre afin de demander la restitution des îles éparses de Madagascar et nous ne pouvons pas attendre 50 ans de plus. Le moment est opportun pour réclamer ces îles, selon le président hier lors d'une émission spéciale sur la chaîne nationale. Par ailleurs, le chef de l'État a mis en lumière les avantages que nous a procuré l'accueil de la COI et la visite d'État du président français Emmanuel Macron. Le président malgache a également souligné que l'accueil de la COI a permis un changement de mentalité chez les citoyens. Natera Koutmaaf. Nous ne pouvons pas attendre encore 50 ans avant de revendiquer les îles éparses, car en dehors des démarches entreprises actuellement par l'État malagasy, la dernière revendication publique de restitution de ces îles par Madagascar remonte à 1970. Ce n'est qu'après plus de 50 ans qu'un nouveau pas a été franchi. C'est pourquoi j'ai demandé d'approfondir le sujet lors de la réunion de la commission prévue en juin, a déclaré le président Ange Razouel. Outre les îles éparses, une autre opportunité importante s'est présentée pour Madagascar lors du sommet de la commission de l'océan Indien au COI. En effet, ce sommet a notamment mis en avant le secteur agricole comme levier pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, un objectif prioritaire pour le gouvernement et qui a été adopté par les membres de la COI durant les tables rondes. Des stratégies ont été discutées pour promouvoir et améliorer ce secteur. Par ailleurs, en vue de renforcer les relations culturelles, économiques et entrepreneuriales, le président malgache a rappelé que le président français a promis de faciliter les échanges entre Madagascar et la Réunion. En effet, il est actuellement difficile pour les Malgaches d'obtenir un visa pour la Réunion, a souligné le président, alors que les Réunionnais et les ressortissants des îles voisines peuvent facilement venir à Madagascar et avoir un visa à l'arrivée. Ce que nous voulons faire avec le président, c'est en effet développer aussi les coopérations artistiques et permettre de simplifier, en particulier dans tout l'espace océan Indien et dans tout le dialogue que nous avons au sein de la COI, on va drastiquement simplifier les voies et moyens de faire circuler nos talents réunionnais et mahorais chez tous leurs voisins, et les talents malagasy et autres
en France avec des visas simplifiés, talents pour les entrepreneurs, mais aussi les créateurs et les intellectuels. Et ça, c'est absolument fait. Un autre avantage pour Madagascar à l'issue de la visite d'État effectuée par le président français Emmanuel Macron est l'amélioration du réseau ferroviaire malagasy. Ce réseau, construit à l'origine par la France, fera l'objet d'un accord de coopération entre Madagascar et la France pour sa rénovation, afin d'améliorer le transport de marchandises et de passagers et ainsi alléger la pression sur la route nationale numéro 2, a précisé le chef de l'État. En conclusion, l'accueil du sommet de la Commission de l'océan Indien a également contribué à un changement de mentalité chez les Malgaches qui deviennent désormais plus soucieux de la propreté. Cela s'est reflété à travers l'implication de la population et des responsables à différents niveaux, un effort que le président de la République de Madagascar a particulièrement salué durant cette émission diffusée sur la chaîne nationale hier soir. Et le projet Base-Touliar apportera un développement pour l'ensemble de Madagascar, a affirmé hier le président Andrazwelen. Outre l'ilménite, le monazite, un minerai aujourd'hui très recherché, sera également exploité. Toutefois, le président a réaffirmé qu'il n'acceptera jamais un projet qui pourrait nuire aux intérêts de Madagascar et de sa population. Les détails. La présence d'une grande entreprise comme Base-Touliar constitue un avantage majeur pour Madagascar. Le projet devrait rapporter au pays un total de 5 milliards de dollars sur une période de 38 ans. Une fois pleinement opérationnel, il générera jusqu'à 180 millions de dollars par an en impôts et taxes. Ainsi, ce n'est pas uniquement la région ou la commune concernée qui bénéficiera du projet, mais tout le pays. Le président de la République, Andrazwelen, s'est personnellement impliqué dans les négociations autour du projet en veillant à ce que les intérêts de tous soient pris en compte. En plus de l'ilménite, le monazite sera également extrait par Base-Touliar, représentant 2% de l'exploitation. Ce minerai est très recherché par de nombreux pays car il est indispensable dans la transition vers les énergies renouvelables. Le président a souligné que la possession de cette ressource constitue un atout pour Madagascar. Il a également exhorté la population, en particulier celle du Sud, à ne pas se laisser manipuler par des personnes qui cherchent à bloquer le développement. Lors de cette émission spéciale d'hier, il a déclaré que tous les grands projets seront désormais soumis aux mêmes principes que ceux appliqués pour Base-Touliar, la transparence et la définition claire à l'avance des retombées financières. Le projet de loi encadrant l'exploitation des grandes mines sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale. Et dans la page culturelle, le temple Sidsu d'Anjanvel, qui regroupe des moines bouddhistes de Madagascar, célèbre aujourd'hui l'anniversaire de Bouddha, une fête importante dans la foi bouddhiste. Les festivités durant 3 jours. De nombreux invités de Madagascar et de l'étranger y sont pour cette célébration. Yves Janel. L'anniversaire de Bouddha est un événement majeur et symbolique pour les bouddhistes du monde entier. Au temple Sidsu d'Anjanvel, la célébration a débuté aujourd'hui et durera 3 jours. Les rituels bouddhistes y sont pleinement respectés, comme les chants de sutras, des chants sacrés contenant les enseignements du Bouddha. Il y a aussi le bain de Bouddha, un rituel qui consiste à verser de l'eau parfumée sur l'effigie du Bouddha, symbolisant la purification du corps et de l'esprit, mais aussi une renaissance. Ces cérémonies sont ouvertes à tous. Les moines du temple Sidsu d'Anjanvel contribuent à la diffusion de la paix dans le monde, y compris à Madagascar. Parmi les bénévoles présents figure Misha, qui découvre aussi la culture chinoise. Elle est ici depuis le mois de mars. Un événement culturel et artistique au service de la paix mondiale marque donc la célébration de l'anniversaire de Bouddha à Anjanvel. Parmi les invités figure Andrea Pirlo, ancien capitaine de l'équipe nationale italienne de foot. Il profitera de cette visite pour faire un peu de tourisme à Madagascar.
reçu cette invitation, il a constaté que c'est une grande cérémonie très importante, très solennelle. Et comme il a fait aussi la pratique de Chan, donc il a décidé d'accepter cette invitation pour déplacer à Madagascar pour assister à cette cérémonie spécialement. C'est un grand plaisir pour lui aussi de faire la connaissance avec le grand maître de Séoul. Il a déjà entendu son nom. Car monsieur le grand maître, il a déjà effectué le show en Europe, y compris Italie. L'art de football. Il y aura une concentration sur le football. Mais pour pratiquer le Chan, on demande aussi la concentration, on demande aussi focalise. Donc, entre les deux arts, il y a ce genre de choses communes ensemble. C'est selon sa vision de M. Pierlot. Plus de 100 moines résident actuellement au sein du temple Sidzu d'Janville. Éducation à présent, les épreuves d'éducation physique et sportive EPS du BEPC ont débuté aujourd'hui pour la Cisco d'Ambujachim. Selon les explications, 8761 candidats sont inscrits cette année dans cette circonscription, répartis sur 7 centres d'examen, les lycées Talatamat, Randanet Bemazaz, Ambujachim, Apangabe, Maïns, Ivat et Ambuchmanzak. Le lycée d'Ivat accueille le plus grand nombre de candidats avec 2180 élèves, tandis que le centre d'Atanet Bemazaz enregistre le plus faible effectif, soit 443 candidats. Les épreuves physiques se dérouleront jusqu'au 20 juin prochain. Malgré un léger retard ce jour, les épreuves se sont déroulées dans le calme, selon le chef Cisco, Patrick Rakutunjabe. Et direction Manour, où le député élu dans ce district, région d'Atsnanan Manasutang, a effectué une tournée dans les communes d'Ambouy-Bonar et de Masmelk. Une occasion pour lui de rencontrer la population, d'écouter leurs doléances, de tenir les promesses faites pendant la campagne électorale et de rappeler les grandes lignes de la politique actuelle du gouvernement. Natera Koutmav pour plus de détails. C'est à l'occasion de la célébration de la fête du travail, au début du mois de mai dernier, que le député Manassou Donatong, élu sous la bannière de l'Irmar, s'est rendu dans la commune rurale de Masmilk, à Tamtanan, dans le district de Manour, pour visiter le nouveau bureau communal. Selon lui, la mise en place de telles infrastructures modernes prouve que le développement local, prôné par l'État, prend forme correctement sur le terrain. Le maire a de son côté émis le vœu de voir le président de la République venir personnellement à Masmilk pour inaugurer ces nouvelles infrastructures. La population, quant à elle, a demandé aux députés la réhabilitation du poste de gendarmerie ainsi que de Chanpuknul. En plus de cette visite à Masmilk-Antaptanan, le député a aussi rencontré les habitants du Fuktan Saint-Il dans la commune Ambouy-Bonar durant cette tournée régionale. Il en a profité pour remettre divers équipements comme des tôles et des ballons de foot et a encouragé la population à se faire vacciner, les matériels de conservation des vaccins étant désormais disponibles au CSB1 local. Le député a répondu immédiatement à certaines demandes comme l'accès à l'éclairage, à l'éducation ou à la santé. Quant aux autres doléances relevant des ministères, il a promis de les transmettre à l'exécutif durant la prochaine session parlementaire. Et c'est ce qui nous conduit dans les actualités internationales. La large victoire du candidat roumain George Simion au premier tour de la présidentielle confirme la poussée nationaliste en Roumanie. France 24. C'est un score écrasant, 40%, c'est 10% de plus que ce qu'avaient prédit les instituts de sondage. George Simion qui confirme donc cette mobilisation de l'extrême droite, cette montée de l'extrême droite en Roumanie qu'on avait déjà vu lors du premier tour de la présidentielle annulée de 2024, qu'on avait observé aussi lors des dernières législatives. Le parti de George Simion est déjà le second parti au sein du Parlement roumain. George Simion qui a bénéficié d'un soutien massif au sein de la diaspora, 60% des Roumains de l'étranger ont voté pour lui. Il bénéficie aussi d'un soutien dans les campagnes, dans les zones rurales en Roumanie. En tout cas, les premières conclusions qu'on peut tirer de ces résultats du premier tour, eh bien, c'est que le vote anti-système a gagné. Les deux candidats qui sont arrivés en première et seconde position se présentent comme des candidats anti-establishment, un establishment qui était représenté par le candidat de la coalition au pouvoir, Crin Antonescu, qui arrive finalement en troisième position.
deux candidats anti-système, donc, mais qui s'opposent idéologiquement. Georges Simeone est un Trumpiste autoproclamé, ultranationaliste, très critique de Bruxelles, et il s'opposera à Nicu Jordan, le maire centriste de Bucarest, pro-européen, ancien militant anti-corruption, mais qui reste lui aussi plutôt conservateur sur certaines questions sociétales. Alors le second tour est dans 2 semaines, Maria. Est-ce que l'opposition a encore les moyens, les ressources de faire front et de barrer la route à l'extrême droite ? Alors le candidat indépendant Nicu Jordan ne bénéficie pas d'une grande structure de parti, mais ce qu'on a pu voir lors de cette campagne présidentielle, c'est qu'une grande partie de la mobilisation se fait sur les réseaux sociaux. En tout cas, les instituts de sondage, ce qu'on avait vu ces derniers jours, ces dernières semaines, disaient que si Georges Simeone s'opposait à un candidat pro-européen, eh bien la situation serait relativement compliquée pour lui, mais ils avaient sous-estimé son résultat de 40% lors de ce premier tour. Si on part du principe que les électeurs de Crin Antonescu, le candidat de la coalition pro-européenne au pouvoir qui a fait 20%, si on part du principe qu'eux vont se rabattre sur Nicu Jordan, eh bien il semblerait que ce soit le candidat arrivé 4e, Victor Ponta, un ancien Premier ministre socialiste devenu indépendant et de plus en plus ultranationaliste et souverainiste. C'est lui qui pourrait faire la différence. Il a dit qu'il appellerait à voter pour un candidat. Il n'a pas encore dit lequel, donc il faudra voir dans les prochains jours ce qui se dit. Le second tour se tiendra le 18 mai prochain. Et d'ici là, on peut s'attendre à une nouvelle mobilisation massive sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen font un appel du pied aux chercheurs étrangers particulièrement menacés aux États-Unis par les politiques de l'administration Trump en organisant lundi la conférence Choose Europe for Science avec à la clé de possibles incitations financières pour les attirer. France 24. L'organisation vise à profiter de ce début de fuite des cerveaux aperçus depuis les États-Unis. C'est une opportunité évidemment pour Emmanuel Macron de faire venir des scientifiques de haute volée ici en France, mais aussi en Europe. Il faut savoir que l'organisation que cette conférence ici est ouverte non seulement à la France, mais aussi aux pays européens, Europe élargie d'ailleurs, y compris la Suisse et la Norvège. Et c'est pour ça qu'Ursula von der Leyen est ici aujourd'hui. Ils vont prendre la parole, elle et Emmanuel Macron, et faire des annonces de financement potentiel qui pourraient aussi prendre la forme de crédits d'impôt pour inciter ces scientifiques qui ont vu d'abord soit leur financement disparaître aux États-Unis, ou alors tout simplement qui ont perdu leur poste. D'autres aussi ont fait le choix de ne pas retourner aux États-Unis après leurs vacances, par exemple, ou ont quitté le pays car ils avaient des visas ou des cartes vertes et ils ont eu peur, tout simplement, d'être arrêtés et potentiellement expulsés des États-Unis. Donc voilà le climat qu'on a aux États-Unis. Je vous prends un exemple qui date de la semaine dernière. L'administration Trump a mis tout simplement à pied tous les scientifiques qui travaillaient sur ce qu'on appelle the Federal Climate Assessment. C'est le principal rapport sur le changement climatique aux États-Unis, une base de travail pour l'État fédéral, mais aussi pour les entreprises américaines. Eh bien, certains de ces scientifiques disent qu'ils auraient pu tout simplement annuler le rapport, ce que l'administration n'a pas voulu faire, mais ils ont simplement enlevé tout le personnel. Et on est en train d'assister à cela à l'échelle des États-Unis. On l'a vu, les grandes universités américaines, que ce soit Harvard, 2,2 milliards de dollars de coûts budgétaires, Columbia, 400 millions. Toutes les universités américaines sont en train de subir le même sort avec, comme on le sait, des recherches notamment sur le climat qui sont suspendues, sur également les LGBTQ, sur tous les domaines qui gênent ou qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de la nouvelle administration. Et c'est bien pour ça que les Européens se positionnent pour accueillir ces scientifiques de pointe qui pourraient vouloir quitter les États-Unis. Figure centrale du hip-hop dans les fêtes opulentes attirait le gratin du showbiz, Puff Daddy, au rendez-vous lundi avec la justice américaine à New York, accusé d'avoir mis son empire au service d'un système violent et sans pitié de trafic sexuel. France 24. C'est un procès hors norme qui s'ouvre à Manhattan. L'affaire secoue l'industrie musicale américaine jusqu'à présent épargnée par la vague MeToo. Sean Diddy Combs, icône du hip-hop, est accusé d'avoir transformé son empire en véritable opération de trafic sexuel.
Proxénétisme, corruption, violence, les chefs d'accusation s'accumulent. Et au cœur de ces accusations, un mot revient sans cesse, les freak-offs. Alors ce sont des soirées sexuelles où des jeunes femmes auraient été droguées, parfois battues, souvent filmées à leur insu. Un système bien rodé selon l'accusation. En tout cas, c'est ce que les équipes fédérales vont essayer de démontrer. Et pour ça, eh bien, elles ont accumulé beaucoup de documents, des vidéos, des écoutes, des dizaines de témoignages. Et rien que pour ça, eh bien, le procès s'annonce hors norme. Mais la juge Arun Subramanian est connue pour sa fermeté. Et elle l'a dit dès l'ouverture du procès, ici, pas de place pour le show, on juge des faits, a-t-elle rappelé. Pour cela, les jurés seront scrupuleusement sélectionnés à partir de ce lundi, une étape qui devrait durer environ une semaine. Didi, lui, nie tout en bloc et plaide non coupable de l'intégralité des charges. Le rappeur et producteur assure que toutes les relations sexuelles étaient consenties. Il parle de complot et d'attaque à sa vie privée. En prison depuis 8 mois, il croule en parallèle sous les accusations de violences sexuelles de plus d'une centaine de femmes et d'hommes devant la justice civile. Et dans ce procès qui débute à Manhattan cette semaine, eh bien, Didi risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite après le dernier épisode de la série Squid Game. Au revoir et bonne soirée sur Viva.